Crime Story tout de suite. Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Solde de tout compte de Richard Deming. La sonnette retentit. Gerald Mason pose son livre et jette un coup d'œil sur la pendule. 23h30. Quelle drôle d'heure pour une visite. Sans hâte, il se lève de son fauteuil et traverse la pièce jusqu'à la porte d'entrée. L'homme qui est devant Gerald est petit, brun. Il doit avoir une 50aine d'années. Il est vêtu d'un vieil imperméable, fripé, sale. Monsieur Mason, Gerald Mason. Oui, monsieur, c'est moi. L'homme montre un petit écusson de métal. Je suis le lieutenant Pacino de la police judiciaire. J'ai un mandat d'arrêt contre vous. Gerald Mason recule, bouche bée. Le lieutenant de police en profite pour se glisser dans la pièce. Enfin, lieutenant, que voulez-vous dire? Je n'ai rien fait. Monsieur Mason, vous êtes accusé d'un bois de fête sur la personne d'une mineure. Mettez votre veste, monsieur Mason, et accompagnez-moi au commissariat central. Enfin, lieutenant, voyons, c'est ridicule, c'est une erreur. Si c'est une erreur, monsieur, ça s'arrangera sûrement au commissariat central. Mettez votre veste, s'il vous plaît, et accompagnez-moi. Mason se dirige vers sa chambre, escorté du lieutenant Pacino, et il passe une veste. D'un air détaché, le lieutenant de police s'approche d'une photo posée sur la commode près du lit. Dites-moi, monsieur, là, sur la photo, là, c'est votre femme? Oui, lieutenant, c'est ma femme. Eh ben, dites donc, elle va pas être fière de vous, hein? Lieutenant, ma femme Alice est morte depuis 2 ans. Au commissariat central, Mason s'énerve un peu. Mais enfin, lieutenant, je veux savoir de quoi on m'accuse. Vous allez le savoir, monsieur Mason. Vous savez, je n'ai aucune sympathie pour le genre de personnage que vous représentez. Je ne supporte pas les hommes violeurs de petites filles. Bon. Oui, vous vous appelez Mason Gerald, vous avez 44 ans et vous êtes entraîneur de football. Eh ben, décidément, ces choses-là arrivent aux gens les plus inattendus. Lieutenant, est-ce que je peux téléphoner à mon avocat, s'il vous plaît? Tout à l'heure, monsieur Mason, tout à l'heure. Je veux d'abord vous présenter à certaines personnes. Le lieutenant Pacino emmène Mason dans la pièce réservée aux confrontations. Un homme âgé et une jeune fille sont assis sur les marches de l'estrade. Ils se lèvent quand Mason entre avec le lieutenant Pacino. Mason les reconnaît immédiatement. L'homme, c'est Wendell. Et la jeune fille est la fille de Wendell, Patricia. Les Wendell sont ses voisins. La jeune fille a l'air terrorisée. Mason se dit qu'il n'avait pas remarqué à quel point elle avait changé, et que, malgré ses gestes gauches d'adolescente, c'était une jeune femme qui se dessinait maintenant sous le t-shirt moulant et le jean serré. Le lieutenant Pacino ne quitte pas Mason des yeux, et il le voit rougissant de ses pensées. Le père de Patricia, un homme d'une bonne 50aine d'années, lui aussi, aux lèvres minces, a, à ce moment précis, l'expression d'un prédicateur aux idées vengeresses. Elle traverse la pièce d'un pas décidé, se dirigeant sur Mason. Patricia suit derrière. Brusquement, Wendell empoigne Mason par la veste. Mais le lieutenant s'interpose. Doucement, doucement, monsieur Wendell. Je comprends parfaitement vos sentiments. Voyez, c'est moi-même 2 filles. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur Wendell.
La loi sait comment traiter les violeurs. Mais enfin, Wendell, qu'y a-t-il? Demande Mason, qui visiblement ne comprend rien. Espèce de salaud! Une gamine qui n'a même pas 16 ans! Vous êtes un salaud, monsieur Mason! Mais enfin, voyons, monsieur Wendell, qu'est-ce que Patricia a bien pu vous raconter? Dites-moi! C'est moi qui pose les questions, monsieur Mason. Intervient le lieutenant de police. Puis, se tournant vers la jeune fille, Mademoiselle, dites-nous si c'est bien cet homme-là qui vous a attaqué. Patricia effleure Mason d'un regard terrifié, puis ses yeux se fixent sur le plancher de la pièce. Ses lèvres remuent sans qu'aucun son ne sorte. Il respire un grand coup, puis hoche affirmativement la tête. Mademoiselle Wendell, avez-vous été violentée par ce monsieur? Et lui avez-vous résisté? Naturellement qu'elle lui a résisté, dit son père. Laissez-la répondre, s'il vous plaît, monsieur Wendell, laissez-la répondre. Le visage convulsé de honte et de peur, évitant le regard de Mason, Patricia dit avec difficulté: « J'ai essayé de le repousser, mais... oui, il m'a violentée. » Mason a soudain l'impression que plus rien désormais ne peut l'étonner. Il examine le visage de la gamine avec une curiosité exaspérée, mais elle ne le regarde pas. Le lieutenant reprend: « Mademoiselle, j'aimerais savoir ce qui s'est vraiment passé. » « Est-ce que je dois vraiment en parler, lieutenant? » « Je l'ai pris sur le fait, lieutenant, » intervient le père de Patricia. « Il avait renversé ma fille sur le sol, entre nos deux garages, et quand il m'a entendu crier, il s'est levé d'un bond et s'est enfui. J'ai couru après jusque chez lui, mais quand j'ai sonné, il a refusé de m'ouvrir. » Mason écoute, indigné par cette accusation, mais... à vrai dire, il n'est pas très inquiet, parce qu'il pense que la jeune fille a inventé cette histoire pour une raison quelconque, et qu'elle a réussi à convaincre son vieux père. Cependant, il n'aime pas, mais pas du tout, ce témoignage de Wendell. « Lieutenant, s'il vous plaît, répondez-moi, quand cela est-il supposé avoir eu lieu? » « Autour de 10 heures du soir, selon la plainte, » répond le lieutenant. « C'est-à-dire, il y a un peu moins de 2 heures. » Ainsi, lieutenant, quel que soit l'individu aperçu par M. Wendell, c'est forcément moi. Seulement, voyez-vous, lieutenant, ce soir, je suis allé à la pêche. Je suis resté au lac de 8 heures à 11 heures environ. Je n'étais pas rentré depuis 20 minutes quand vous êtes venu me chercher. Et, monsieur Mason, vous y êtes allé seul à la pêche? Oui, lieutenant, j'y étais seul, mais mes lignes doivent être encore humides. Continuez, monsieur Wendell, continuez. Racontez-moi tout. Comme je vous l'ai dit, lieutenant, il était environ 10 heures. Patricia était en principe chez une amie, Judith Merritt. Elle habite au coin de la rue. Elle devait réviser ensemble l'examen. Moi, à cette heure-là, je sortais les ordures, mais bon. Et comme il faisait très sombre, je marchais prudemment le long des murs de derrière. Je pense que c'est pour ça que ce salopard de Mason ne m'a pas entendu arriver, n'est-ce pas? Au moment précis où j'arrivais à la hauteur du garage, j'ai entendu une voix de femme pousser une sorte de gémissement, oui. Je me suis avancé, j'ai regardé ce qui se passait. J'ai vu 2 corps par terre, à moins de 5-6 mètres de moi. J'y voyais assez pour me rendre compte de ce qui se passait, mais pas assez pour voir de qui il s'agissait, n'est-ce pas? Il ne m'est même pas venu à l'idée que la femme puisse être ma fille Patricia, n'est-ce pas? Alors j'ai crié: « Alors, qu'est-ce qui se passe ici ?» L'homme s'est immédiatement relevé, il s'est sauvé vers la maison de Mason. Et puis la femme, enfin, la fille s'est relevée. Mes yeux commençaient à s'accoutumer à l'obscurité, n'est-ce pas? Et là, j'ai reçu un choc en m'apercevant qu'il s'agissait de ma propre fille Patricia, n'est-ce pas? Elle s'est mise alors à pleurer.
Je lui ai demandé si l'homme qui s'était enfui était Mason, notre voisin. Elle m'a dit oui, lieutenant. Mais dites-moi, monsieur Wendell, puisque vous l'aviez reconnu, monsieur Mason, pourquoi avoir posé la question à votre fille? Mais je voulais en être sûr et certain, lieutenant. De toute façon, je l'ai vu courir jusqu'à chez lui, n'est-ce pas? Vous l'avez vu entrer chez lui, monsieur Wendell? Ah, il faisait très noir, lieutenant. Mais il courait droit vers la porte de derrière quand il a disparu dans l'ombre. Et puis, Patricia sait très bien, n'est-ce pas, qu'il l'a agressé, n'est-ce pas? Continuez, monsieur Wendell. Alors, j'ai demandé à ma fille Patricia s'il était blessé, n'est-ce pas? Elle m'a dit que non. Je lui ai dit de rentrer immédiatement et je suis allé frapper chez Mason. Comme il ne répondait pas, j'ai essayé d'ouvrir, mais la porte de derrière elle était fermée, n'est-ce pas? J'ai essayé l'autre porte, elle était fermée aussi, n'est-ce pas? À clé. Je voyais de la lumière dans le salon, mais les rideaux étaient tirés. Je n'ai pas pu le voir. Comme je n'arrivais pas à lui parler, je suis rentré chez moi. Et ma fille Patricia m'a tout raconté. Alors, je suis venu vous trouver, lieutenant. Le lieutenant Pacino se tourne vers la jeune fille. Maintenant, mademoiselle Wendell, donnez-moi votre version, s'il vous plaît. Au fait, comment se fait-il que vous vous trouviez dans la cour derrière chez vous alors que vous deviez réviser votre examen chez une amie, comme l'a dit votre papa, n'est-ce pas? Eh bien, lieutenant, Monsieur Mason se trouvait devant la maison quand je suis passé pour rentrer chez moi. Il m'a arrêté, il m'a demandé de venir chez lui un instant. Il m'a dit qu'il voulait me montrer quelque chose dans le garage, n'est-ce pas? Quand nous sommes arrivés à la hauteur du garage, il m'a empoigné et jeté par terre. J'ai tenté de le repousser, mais il était trop fort. Pourquoi n'avez-vous pas crié, mademoiselle Wendell? Je ne sais pas. Je crois que j'avais trop peur. Mason a écouté. Il a écouté jusqu'au bout sans dire un mot. Il est furieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais enfin, lieutenant, vous voyez bien qu'elle ment. Sans faire attention à lui, le lieutenant Pacino s'adresse à monsieur Wendell. Monsieur Wendell, il faut naturellement que votre fille soit examinée par un docteur. Je pense que vous avez un médecin de famille. Laissez-nous ses coordonnées, s'il vous plaît, et allez le voir dès maintenant. Nous l'appellerons demain matin pour qu'il nous fasse son rapport. Mais enfin, lieutenant, ma fille Patricia doit-elle encore subir cette humiliation, surtout qu'elle n'a pas été blessée physiquement, comme je vous l'ai dit. C'est la loi. Monsieur Wendell, c'est la loi. Bien. S'il vous plaît, lieutenant, j'ai une dernière chose à vous demander. Est-ce que toute cette histoire va paraître dans les journaux? Sûrement, monsieur Wendell. Mais le nom de votre fille ne sera pas mentionné, n'est-ce pas? Elle est mineure. Oui, fait amèrement Gérald Mason. Oui, c'est moi qui vais avoir droit à toute la publicité. Je veux téléphoner à mon avocat, lieutenant. Mason semble complètement ignorer de quoi on l'accuse. Mais va-t-il pour autant se retrouver en prison? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. L'avocat de Mason a réussi à le faire mettre en liberté sous caution. Mais Mason n'est pas sorti d'affaire pour autant, au contraire. Tard dans l'après-midi du vendredi, le lieutenant Pacino sonne chez lui. Mason lui ouvre la porte. Qu'est-ce que vous voulez encore, lieutenant? Je comparerai mardi prochain, alors. En attendant, je vous en prie, fichez-moi la paix. Peut-être que je viens vous aider, monsieur Mason. Peut-être que je viens vous aider. Je voudrais que vous veniez avec moi faire un tour chez les Wendell. Chez les Wendell, lieutenant? Pourquoi faire? Ah,
Vous vous faites une fausse idée de nous, les flics, monsieur Mason. Comme tout le monde, nous avons nos opinions, n'est-ce pas? Mais elles ne doivent pas, en aucun cas, entraver notre travail. Voyez-vous, quand M. Wendell a déclaré vous avoir vu agresser sa fille et quand elle vous a identifié comme étant son violeur, j'avoue que j'ai cru en votre culpabilité, mais ça ne m'a pas empêché de faire une enquête impartiale, voyez-vous. Et maintenant, voilà que j'ai des doutes. C'est pour ça, M. Mason, que j'aimerais que vous veniez avec moi. Intrigué, Mason suit le lieutenant. Wendell est sous sa véranda. En voyant Mason, il se lève d'un bond. « Qu'est-ce que vous venez faire ici, vous, salopard !»« Monsieur, Mason est avec moi, monsieur Wendell, » dit le lieutenant. « Oui, votre fille Patricia, monsieur Wendell, je voudrais lui parler. »« Mais est-ce que ma fille n'a pas eu assez d'ennuis comme ça, lieutenant ?» »« Vous commencez à me fatiguer, monsieur Wendell. Vous commencez à me fatiguer, vraiment. Ou bien vous allez me chercher votre fille tout de suite, ou je reviens avec un mandat et c'est au commissariat central que je l'interrogerai. » Hébété, vaincu, Wendell se dirige vers la maison. Il revient avec Patricia quelques instants plus tard. Le lieutenant Pacino se plante devant elle. « Alors, mademoiselle Patricia, je me suis renseigné, voyez-vous. Vous n'étiez pas chez votre amie Judith Merritt, lundi soir. Où étiez-vous? » »« Si j'y étais... » »« Non. Vous avez menti, mademoiselle. » »« Monsieur Wendell, votre fille a menti sur l'endroit où elle se trouvait. Si elle a menti sur ce point, elle a peut-être menti sur tout. » »« Non, j'ai dit la vérité, lieutenant. J'ai dit la vérité, sauf sur ce point. C'est vrai, je suis allée au cinéma, toute seule. J'ai menti parce que papa ne veut pas que j'aille au cinéma en semaine, toute seule. Mais le reste est vrai. » Wendell fronce les sourcils. « C'est vrai que je n'approuve pas ces cachotteries, lieutenant, mais que Patricia soit allée au cinéma ne constitue pas un crime en soi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous essayez de démontrer, lieutenant? » Le lieutenant se tourne tranquillement vers M. Wendell. « Vous savez ce que dit le rapport du médecin, M. Wendell? Je veux dire, en dehors du fait que votre fille n'a souffert d'aucune atteinte physique. Eh bien, le rapport du médecin dit que votre fille n'était plus vierge, monsieur Wendell. Et apparemment depuis un certain temps déjà. » »« Ce n'est pas possible. Vous mentez, lieutenant. » »« Non, monsieur Wendell. C'est votre fille Patricia qui ment. Si vous le permettez, je vais vous dire ce que je crois. Lundi soir, votre fille devait se trouver avec un petit ami, sûrement un garçon de son âge. Mais je ne pense pas que celui-ci l'ait violée, voyez-vous. Je pense qu'elle était pleinement consentante. Et puis vous les avez surpris. Elle a eu tellement peur en se voyant prise qu'elle a sauté sur l'occasion de faire passer ça pour un viol, puisque c'était votre idée première. Wendell se tourne vers sa fille. Il la regarde un long moment, puis... « Lieutenant, je voudrais, s'il vous plaît, parler un petit instant avec Patricia. Je suis sûr que j'obtiendrai la vérité. Si vous voulez bien m'attendre ici, ça ne sera pas long. » »« Très bien, monsieur Wendell, très bien. Allez-y. » Un quart d'heure plus tard, Wendell revient seul. Le pauvre homme a vieilli de 10 ans. « Lieutenant, je désire retirer ma plainte contre M. Mason. Le garçon s'appelle Alfred Starr. Il n'a que 17 ans. » À 20 heures passées, Mason, assis sous sa véranda, est toujours en train de contempler la maison de ses voisins. C'est curieux, il n'arrive pas à en vouloir à ce monsieur Wendell.
Cet homme a agi comme ça parce qu'il croyait sincèrement que sa fille avait été violée. Non, c'est à Patricia qu'il en veut. Et c'est vrai qu'en plus, cette jeune fille l'attire, le trouble d'une certaine façon. Vers 22 heures, il voit sortir du garage la voiture des Wendell avec à l'intérieur Monsieur et Madame Wendell. Elle est en robe du soir, lui est en smoking. La voiture s'engage dans la rue, puis tourne. Mason voit que la lumière est restée allumée à l'intérieur de la maison. Il se dit que Patricia a dû rester seule. L'idée lui vient lentement. Mais quand elle est complètement formée, cette idée, dans son esprit, Mason n'éprouve aucun sentiment de culpabilité. Non, non, il a seulement une impression de... comment dire? De justice. Il se lève, traverse la pelouse qui sépare les deux maisons et, trouvant la porte d'entrée ouverte, il se glisse furtivement et tranquillement chez les Wendell. Patricia est là, dans le salon, assise à la table entourée de ses livres de classe et de ses cahiers. Quand il entre, elle repousse brusquement ses livres et se lève, rougissante de surprise et de confusion. Et, sans un mot, Mason tire les rideaux, puis se tourne vers la jeune fille. Dites-moi, Patricia, vous connaissez l'histoire de ce garçon qui criait « Au loup, au loup !» Tout le monde accourait pour le protéger, mais il n'y avait pas de loup. Et puis un jour, il y a eu vraiment les loups, mais personne ne vint pour le protéger, pensant qu'il mentait encore. Ce que je veux dire, Patricia, c'est que quand votre père rentrera et que vous lui direz que je vous ai violée, il ne vous croira pas. Plus personne ne vous croira désormais. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Mason? C'est vous que je veux, Patricia. C'est vous que je veux. À votre place, monsieur Mason, j'arrêterai de faire peur à cette petite fille. C'est vous, lieutenant? Qu'est-ce que vous faites ici? Voyez, monsieur Mason, je savais que monsieur et madame Wendell sortaient ce soirée. J'avoue que je me doutais bien que je vous trouverais ici. Je me doutais bien que vous voudriez faire peur à la demoiselle. Parce que c'est bien ça, n'est-ce pas? Vous vouliez simplement lui faire peur, l'effrayer, pour lui donner une bonne leçon. N'est-ce pas, monsieur Mason? Hein? Oui, c'est ça, lieutenant. Oui, c'est une bonne leçon. Eh ben voilà. C'est bien. Eh bien, bonsoir, monsieur Mason. Entrez chez vous maintenant. Et faites ce que je vous dis. Allez faire un bon et long voyage. Et tentez d'oublier tout ça. Bonsoir, monsieur Mason. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Solde de tout compte, de Richard Deming.